Alors, Monsieur Faravel, on vous écoute. Merci, Madame Menawara. Madame Beltaïev, l'année dernière, nous avions refusé un débat sur le fond car nous avions dénoncé l'envoi d'un rapport modifié 4 heures avant le Conseil. Cette année, nous allons rentrer dans le détail. Moment important pour la commune, ce débat sur votre rapport d'orientation budgétaire traduit notre analyse de la situation qui, quelquefois, nous dépasse, mais aussi les atouts, les contraintes, les handicaps à surmonter pour la collectivité et surtout notre action pour nos concitoyens. Je passerai rapidement sur les conditions dans lesquelles nous, conseillers municipaux de l'opposition, avons été à nouveau contraints de travailler ce dossier. Document de 28 pages, 8 de moins que l'année dernière, reçu 5 jours avant le Conseil et toujours sans réunion en amont de la commission municipale pour les affaires générales et les finances. Cela aurait pourtant permis un réel travail fondé sur une communication d'informations plus détaillée au service de la collectivité et des besonnés. D'ici le prochain Conseil, les informations à communiquer aux élus ne seront pas radicalement différentes de celles d'aujourd'hui. Et pour faire voter votre budget dans 2 semaines, vous disposez déjà des informations nécessaires à son élaboration. Le compte administratif n'est certes pas encore totalement arrêté. Il serait pourtant bien étonnant que vous ne disposiez pas des données suffisantes pour nous en informer correctement sans trahir de secret défense. Notons par ailleurs que les besonnés qui voudraient s'intéresser à ces débats budgétaires auraient les plus grandes difficultés à le faire. En effet, les communes de plus de 3500 habitants ont l'obligation de publicité des budgets communaux. Or, il semble que la commune soit défaillante en la matière. Nous ne sommes pas parvenus à trouver les documents budgétaires municipaux en ligne, ce qui contreviendrait, si nous arrivions à le démontrer, à l'article R 2313-8 du Code général des collectivités territoriales. Je vous en épargnerai la lecture. D'autre part, l'article L 2313-1 du même Code général des collectivités territoriales, dans son avant-dernier alinéa, est très clair sur les documents devant être rendus disponibles. Je cite, là pour le coup, « La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif sont mises en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles il se rapporte, étant des conditions prévues par décret en Conseil d'État. » Seule la page budget de la commune remplirait cette fonction, mais ne permet pas une accessibilité intégrale, ce qui est obligatoire selon l'article R2313 sous format non modifiable. Il y manque tout particulièrement le rapport d'orientation budgétaire, car les autres informations peuvent être considérées comme transmises à partir du compte-rendu du conseil municipal. Cependant, la forme de document que vous avez choisi depuis l'année dernière nous paraît plus adéquate à l'ouverture d'un débat tel que nous voulons en avoir, c'est-à-dire un débat qui permet de fixer les orientations politiques de l'action communale. Dans ce débat, nous suivrons le plan que vous avez donné à votre PowerPoint. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait dans ce débat avoir une vision et une analyse claire d'une situation qui souvent nous dépasse. Alors ici, le contexte international et national est plus intense que jamais et doit être absolument bien compris. Nous regrettons que certaines données massivement impactantes pour la commune soient éludées, fassent l'objet d'une impasse ou soient infondées. Ainsi, le fait que vous considériez la baisse du taux d'épargne, c'est dans votre rapport d'orientation budgétaire, comme un facteur positif, nous paraît déplacé. Pour une commune comme Bezons, cette réalité traduit une situation sociale angoissante pour de nombreux habitants. Je m'explique. La baisse du taux d'épargne a été plus forte pour les ménages modestes, et même l'épargne de certains milieux aisés a augmenté, sans qu'elle se traduise par une constitution ou une progression de leur patrimoine. En réalité, ce qui s'est passé depuis 2020 traduit avant tout pour notre commune que les habitants modestes ont puisé dans leur tout petit bas de laine, quand ils en avaient, pour faire face à une importante dégradation économique de leur situation. Et ce, malgré tous les discours sur la reprise de l'activité économique et les supposées pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs. Comment tenir, le 15 mars 2022, un tel discours dans un contexte d'inflation aussi important, alors que les prix à la pompe dépassent les 2 € par litre? Bien évidemment, ceux qui parvenaient à mettre quelques dizaines d'euros de côté par mois
les dépenses aujourd'hui pour faire face à ces dépenses contraintes en hausse. Pour Beson, cette réalité devrait se traduire par une intensification de notre action sociale. Ce que vous annoncez de manière macroéconomique comme un élément positif est en fait quelque chose de terriblement ambivalent et décrit une situation bien moins réjouissante pour la plupart des besonnais. Puisque je parlais des prises à la pompe, je m'étonne qu'il n'y ait dans ce rapport d'orientation budgétaire aucune analyse approfondie sur la façon dont la commune compte affronter la flambée des prix de l'énergie et des matières premières. Ce sujet nous apparaît particulièrement préoccupant et de nature à handicaper durablement les collectivités et la nôtre en particulier. Or, le sujet a été évacué en quelques mots en le liant à l'actualité immédiate. C'est une grave erreur. Cette situation ne date pas d'hier et devrait faire l'objet d'une réflexion collective de la part du conseil municipal dans son ensemble. Elle s'est fortement aggravée depuis septembre 2021 et nous connaissons un emballement historique des prix de l'énergie. Cet emballement n'est pas la résultante d'une pénurie pour la France, car elle dépend bien moins que nos voisins du pétrole, du gaz et du charbon grâce au nucléaire. Mais cette situation, cet emballement dépend du dysfonctionnement structurel du marché européen des prix de l'énergie et des conséquences de la libéralisation du secteur qui défavorise ouvertement notre opérateur historique de production d'électricité. De plus, comme les variations européennes des prix de l'électricité sont indexées sur ceux du gaz, vous comprendrez qu'en plus de l'explosion des prix constatés depuis septembre, nous allons être confrontés à des difficultés gravissimes. Cette hausse historique n'est donc pas conjoncturelle et touche déjà de plein fouet de nombreuses collectivités locales, avec des augmentations allant de 30 à 300% pour l'électricité et le gaz. Il aurait été utile d'avoir les informations sur la commune. Les collectivités consacrent en effet une part importante de leur budget pour financer les dépenses énergétiques de leurs infrastructures, en particulier les établissements scolaires. Or, baisser le chauffage de 1 degré dans les écoles ne diminuerait notre facture que de 7 à 10%. Et le même problème se pose pour les bibliothèques, les centres sportifs, les piscines, les crèches, etc. Or, si 60% des particuliers et les toutes petites communes ont accès à des tarifs réglementés de l'électricité, les autres, comme nous, doivent depuis 2015 avoir recours à des offres de marché sur des contrats d'1 à 3 ans, y compris pour le gaz. Les collectivités locales ne disposent d'aucune possibilité pour absorber ces augmentations, sauf à les répercuter auprès des usagers des services publics et des contribuables locaux. Dans un contexte de forte tension sur les dotations aux collectivités et d'une baisse majeure de leur autonomie fiscale, celles-ci ne pourront résister. Qu'en est-il pour Beson ? Dans cette situation, il est impératif que les collectivités soient accompagnées au même titre que les entreprises et les particuliers. Les collectivités locales ne peuvent demeurer exclues de l'action de l'État face à la hausse de l'énergie. À minima, des solutions sont concevables dans l'immédiat sous la forme d'un fonds d'urgence de compensation de cette hausse historique ou d'un blocage des prix. Sur le plus long terme, les collectivités doivent pouvoir bénéficier d'une protection pérenne afin de ne pas être constamment menacées financièrement par les aléas du marché de l'énergie. De plus, au vu de la faillite totale qu'a été la libéralisation du secteur de l'énergie, il est impératif que le gouvernement renonce à l'extinction des tarifs réglementés de vente du gaz en 2023 et que toutes les collectivités qui le souhaitent, et pas uniquement les plus petites, puissent y avoir accès. Voilà un sujet budgétaire majeur pour notre commune qui aurait mérité un débat sérieux et une prise de position collective. Sur le contexte national, certaines informations de ce rapport d'orientation budgétaire sont fausses. Ainsi, vous indiquez que le ratio de la dette publique devrait s'améliorer en 2022 pour atteindre 114% du PIB. Il y a là un manque de rigueur car le rapport d'orientation budgétaire fait mention d'un chiffre au dixième près en ce qui concerne le niveau culminant, mais pas lorsque la dette diminue. Cherchez-vous des arguments pour justifier les coupes budgétaires du prochain quinquennat? Ce chiffre est faux. Le rapport annuel de la Cour des comptes, page 29 même, publié le 16 février 2022, fait mention d'un ratio de dette du PIB de 113,5% et pas 114%. Le PIB français, en 2021, s'est élevé
Selon l'INSEE, à presque 2300 milliards d'euros et la dette publique à un peu plus de 2800 milliards d'euros selon le dernier chiffre connu. Il apparaît donc qu'une variation de 0,5% du ratio représenterait approximativement 11 milliards d'euros, à peine moins que le budget du ministère de la Justice. D'autre part, le record de la dette publique de PIB n'est pas non plus 115,6%, car il s'est élevé à plus de 118% du PIB au premier trimestre 2021. La note de l'INSEE du 25 juin 2021 est accessible à tous. Nous trouvons particulièrement pernicieux qu'à la suite des gouvernements qui se succèdent depuis 2007 au minimum, la municipalité entonne ce requiem de la dette publique quand les taux d'emprunt pour les États sont aujourd'hui négatifs et que la France renégocie à des conditions particulièrement avantageuses depuis quelques années son stock de dette publique. D'autre part, des pays très avancés économiquement, comme le Japon, vivent depuis plus de 10 ans avec une dette de 200%. Le Japon n'est pas au bord de la faillite, la France non plus. Le discours sur la dette publique n'est qu'un prétexte fallacieux pour essayer de préparer les esprits à des coupes budgétaires et des fermetures de services publics injustifiables. Il est déplorable qu'une majorité municipale se prétendant de gauche embouche cette trompette. Ah non, pardon, excusez-moi, vous ne l'êtes pas. Plus rapidement, non, l'indice des prix à la consommation ne s'élève pas à 1,8% en 2021, mais à 1,6% toujours selon l'INSEE, note du 14 janvier 2022. Non, personne n'a jamais prévu une inflation, même conjoncturelle, à 6%. La dernière estimation de l'INSEE du 25 février prévoit une augmentation contenue en deçà de 3,5%. Le conflit russo-ukrainien, évidemment, pourrait changer la donne. En effet, la Banque centrale européenne a modifié le 10 mars dernier la prévision d'inflation en la majorant d'1,9 point. Ça la met à 5,1% pour l'ensemble de la zone euro. Calculé différemment en intégrant bien plus fortement les prix de l'énergie que les prévisions de l'indice des prix à la consommation, l'inflation française calculée par l'INSEE, il est évident qu'aucune institution crédible n'a jamais estimé à 6% l'inflation française. Venons-en maintenant aux conséquences de la loi de finances pour 2022. Là encore, vous reprenez les éléments de langage du gouvernement. Ce que vous appelez une stabilité des concours aux collectivités territoriales est une baisse déguisée. Car des dotations stables, ou même en très légère augmentation, cela veut dire une absence de prise en compte de l'augmentation de la population, de l'augmentation des prix, de l'augmentation des coûts des services. L'article 16 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 imposait la stabilité en volume des crédits des concours financiers, hors FCTVA et TVA remplaçant la dotation globale de fonctionnement des régions, soit un volume de 40 milliards d'euros en 2022. La stabilité est assurée en compensant la hausse de certains concours par la diminution d'autres postes, traditionnellement décomposition d'exonération d'impôts locaux, mécanisme à la discrétion de l'État qui décide et de prendre en charge non ou non certaines augmentations et du choix des dotations qui seront rabotées. Résultat, pour les collectivités, ce sera la soupe à la grimace. À ce titre, les discours actuels du président candidat, qui semble désormais choyer les élus locaux après les avoir terriblement méprisés, sont assez indécents quand on voit le sort qu'il a réservé aux collectivités tout au long de son mandat, la faiblesse des aides aux collectivités lors de la crise sanitaire, qui n'est toujours pas terminée, sans compter les années où, comme ministre des Finances de François Hollande, de 2014 à 2016, il a taillé dans nos finances. Un sujet qui sera peut-être plus consensuel entre nous. Je veux à nouveau dénoncer l'absurdité de la réforme de la taxe d'habitation. Sarkozy avait fait de la démagogie avec la taxe professionnelle, Macron a fait de la démagogie avec la TH. Que la fiscalité locale ait été injuste, personne ne dira le contraire. Que les bases locatives sur lesquelles la taxe d'habitation se fondait n'aient jamais été révisées depuis 30 ans et plus, il serait peut-être bon de le rappeler également. Supprimer un impôt injuste ne remplacera jamais la nécessité d'inventer une fiscalité juste. Cette réforme était donc absurde en 2017-2018, elle est pire encore en 2021, 2022 et 2023, puisque désormais ce sont les contribuables les plus aisés qui profiteront de la suppression progressive mais définitive de la taxe d'habitation en 2022 et 2023. La restauration du pouvoir de taux pour la taxe d'habitation pour les résidences secondaires dont vous vous faites l'écho ne peut évidemment compenser cette absurdité, d'autant qu'à Besançon,
Le nombre de résidences secondaires est extrêmement limité. Cette réforme est absurde. Elle ampute la commune d'une très large partie de son autonomie fiscale. Elle la soumet à un espoir qui ne peut être que déçu, celui que l'État compensera correctement et de manière favorable les recettes de fiscalité perdues, ce qui n'est jamais arrivé, que ce soit avec les transferts de compétences ou avec la suppression de la taxe professionnelle et de la première part de la taxe d'habitation. Cette réforme est également politiquement dangereuse. On entend déjà les discours sur le thème « Il n'y a plus que les propriétaires qui financent les communes ». En fait, ces discours préparent une prochaine étape, la suppression de la taxe foncière avec les mêmes arguments absurdes et les mêmes effets injustes. On verra bientôt des pressions politiques pour la baisse des dépenses communales qui généreront des tensions inutiles et des divisions dans le corps social. Le conseil municipal aurait dû s'exprimer pour dénoncer une telle réforme à la fois absurde et dangereuse, peu importe qu'elle soit engagée depuis plusieurs années. Concernant le contexte local, je ne m'y étendrai pas, nous le connaissons tous, sauf pour dire que les projections de population sont conformes à celles qui étaient prévues précédemment. Je ne me lancerai pas non plus dans une partie de ping-pong sur ce que vous appelez le manque d'infrastructures publiques. Plusieurs ont été livrés depuis que Mme Menawara est maire et avaient été décidés dans le mandat précédent. Et évidemment, une autre équipe municipale que la vôtre aurait conduit un programme d'investissement conséquent, comme on pouvait le lire dans les programmes des différentes listes aux élections municipales. Je ne dirai rien des travaux d'entretien qui devaient nécessairement intervenir à partir de mars et juin 2020. C'est vrai que l'entretien du patrimoine et des équipements communaux n'est pas forcément l'argument le plus glamour mis en avant pour les programmes électoraux. Je ne parlerai pas non plus des réalisations d'investissements de 2021 qui, pour la plupart, étaient engagées ou prévues bien avant que vous soyez maire, Madame Menawara. L'école municipale de musique et de danse, le gymnase Coubertin, la vidéoprotection, les travaux sur la voirie, le cœur de ville, le relais petite enfance, etc. Sur le retour que vous faites de l'exécution budgétaire de l'année 2021, je retiens une chose importante, c'est qu'avec un excédent de fonctionnement de 7 millions d'euros et un excédent cumulé de 5 millions d'euros après intégration des restes à réaliser d'investissement, vous n'êtes pas à la tête d'une ville en faillite, comme vous semblez vous complaire à le dire à certains besonnés qui viennent ensuite nous le rapporter. Attention, ce type de discours, même sous le manteau, est dévalorisant pour la commune. Venons-en maintenant aux éléments d'orientation pour votre budget 2022. Nous aimerions à l'avenir que vous choisissiez d'une année sur l'autre une présentation similaire, donc comparable. En effet, l'exercice de comparaison des chiffres sur les recettes entre 2021 et 2022 est particulièrement difficile car les catégories ne sont pas les mêmes d'une année sur l'autre. Notons d'abord que si vous insistez encore cette année sur 0% d'augmentation d'imposition ville, c'était dans tous les programmes municipaux, c'est que vous voulez masquer le fait que vous avez participé à la création d'un nouveau prélèvement sur les besonnés avec l'agglomération. Notons également que les attributions de compensation de l'agglomération ne sont pas stables, comme vous l'écrivez, mais en légère baisse en 2021 et en 2022. Nous imaginons que les 17 millions d'euros d'attribution de compensation sont comprises dans les camemberts que vous nous avez mis dans le PowerPoint, dans les 36,66 millions d'impôts et taxes, puisque le détail n'est plus donné, contrairement à l'année dernière. De la même manière, vous indiquiez que la commune recevrait quelques 2,4 millions d'euros de dotation globale de fonctionnement en 2021. C'est fondu aujourd'hui dans une grande catégorie dotation et participation à hauteur de presque 8 millions d'euros. Peut-on savoir quel montant de dotation globale de fonctionnement nous espérons cette année? Nous nous interrogeons également sur les 3,5 millions d'euros de produits des services et du domaine, c'est le compte 70, dont nous n'avons pas le détail, si ce n'est que son montant représenterait 7% des recettes de fonctionnement. Voilà un poste qui est bien plus important que dans les communes de la même strate. Pouvez-vous nous en donner le détail?
et nous donner le détail des cessions de patrimoine concernées qui pourraient expliquer un tel chiffre. Car à part des cessions, nous peinons à comprendre ce qui pourrait nourrir à ce point ce compte. Les dépenses de fonctionnement annoncées pour 2022 sont estimées en augmentation de 2 millions d'euros, à hauteur de 48 millions d'euros par rapport au compte administratif pour 2020. Cela ne nous choque pas outre mesure, mais dans votre programme municipal, présenté en 2020, vous aviez pris un engagement contraire à cette trajectoire. Je cite, « En attendant les résultats d'un audit approfondi dont les résultats seront rendus publics, nous mettrons en œuvre dès le début du mandat une rationalisation de la dépense, un recours aux centrales d'achat, une renégociation d'intérêts de la dette afin de baisser le fonctionnement. Les investissements seront étudiés sous le double aspect du prix du marché public et du coût de fonctionnement à terme pour la commune. » Il ne semble pas qu'il y ait eu depuis juin 2020 d'audit approfondi et encore moins avec des résultats publics. Nous n'avons pas trouvé un tel document. La renégociation des intérêts de la dette n'apparaît pas significative dans un contexte prolongé de taux bas. Moins 9% de charge de la dette escomptée en 2022 par rapport à 2020, même si l'effort réalisé est intéressant, nous vous le concédons. En 2022, la majorité a décidé de rembourser 500 000 euros de capital de la dette de moins qu'en 2020. C'est autant d'argent qu'elle aurait pu investir. Si un nombre moindre de titres n'arrive pas à échéance cette année-là, or c'est certainement le cas, vous auriez pu provisionner ces 500 000 euros pour envisager une contribution plus importante sur l'exercice suivant dans le cas où les remboursements du capital seraient plus importants, ce serait de l'anticipation, ou en fonction de l'exécution budgétaire, les allouer au remboursement de titres qui arriveront à échéance prochainement afin de ne pas reporter un excédent trop important. Enfin, dans les dépenses de fonctionnement annoncées, les autres charges de gestion courante passent de 3,4 à presque 4 millions d'euros. Une augmentation de 560 000 euros, soit 0,7 points, ce qui n'est pas négligeable dans cette catégorie. Pouvez-vous nous en donner l'explication ? Venons-en maintenant à l'affichage de vos orientations politiques qui seront traduites dans le budget qui nous sera présenté dans 2 semaines. Nous n'avons sur le principe aucune difficulté à partager les priorités annoncées. Sécurité, tranquillité publique, environnement, cadre de vie, développement durable, parcours enfance, action sociale, santé, famille. L'important, c'est surtout ce que l'on fait et comment l'on répartit les fonds dont on dispose ensuite. Notons cependant que la priorité rayonnement communal, valorisation, citoyenneté et vie citoyenne disparaît cette année des priorités budgétaires. Gageons que ce n'est là qu'un effet de présentation. Concernant la sécurité et la tranquillité publique, nous avons plusieurs remarques. Tout d'abord, pour rappeler que la politique que vous poursuivez a été initiée longtemps avant votre élection et que vous ne faites que reprendre la dynamique engagée et qui devait naturellement monter en puissance. Nous regrettons plusieurs choses. La première, c'est que la prévention est disparue des priorités politiques affichées dans ce secteur. La seconde, c'est qu'aucun travail collégial, aucune réflexion collective ne soit conduite sur ce dossier qui nous importe à toutes et à tous, alors qu'il existe une commission municipale, tranquillité, publique et cadre de vie, que vous n'avez jamais voulu réunir. Nous ne pouvons donc pas juger réellement de la politique mise en œuvre, ni vous apporter notre contribution. Enfin, nous regrettons que, contrairement à l'année dernière, aucun chiffre ne soit communiqué sur cette priorité que vous affichez pourtant comme étant la première de votre politique municipale. Concernant le cadre de vie éducatif des enfants, nous redisons ce soir que les chiffres de l'éducation nationale affichent bien 4 ouvertures et 2 fermetures de classes sur la commune pour septembre 2022. Il y aura une nouvelle commission académique d'ici au mois de juin 2022 qui pourrait compléter à la hausse ces informations, mais nous avons du mal à voir comment, d'ici là, il pourrait y avoir un renversement aussi abrupt de situation. Nous attendons toujours des explications de votre part. Nous ne demandons qu'à être convaincus par celles que vous nous apporterez. Les autres propositions sur ce dossier n'appellent pas de critique, bien au contraire. Et nous espérons notamment qu'après les 2 années de crise sanitaire que nous avons subies, vous pourrez avancer fortement sur l'installation de purificateurs d'air de qualité dans les salles de classe.
Madame Priot reviendra en détail avec des questions sur le parcours enfance et la petite enfance, mais il s'inscrit dans le travail engagé précédemment. La partie sport et jeunesse nous convient également. Il semble que l'action culturelle, par contre, pour la jeunesse, ait disparu de ce rapport par rapport à celui de 2021. Là encore, nous penchons pour un oubli. Concernant la priorité environnement, développement durable et cadre de vie, là encore, la présentation change par rapport à l'année 2021 et il est difficile d'apprécier l'évolution de votre action et de vos priorités, car les chiffres sont particulièrement réduits cette année par rapport à 2022. Il nous est donc difficile d'appréhender la portée que vous donnez à cette orientation budgétaire. Il nous semble cependant qu'en indiquant 800 000 € pour la propreté urbaine et les espaces verts par rapport à ce qui était annoncé en 2021, ce soit 500 000 € de moins. Mais tout ceci est assez nébuleux, nous nous trompons peut-être. Je vous avoue avoir du mal à m'y retrouver, par contre, avec le plan vélo. En effet, vous annonciez en 2021 400 000 € pour le déploiement du plan vélo. Cette année, vous indiquez que les travaux de voirie et le plan vélo seront à 500 000 €, page 18 de votre rapport, et que le plan vélo en lui-même sera à 40 000 €, page 20. La différence est énorme. Pouvez-vous nous l'expliquer ? Enfin, les 70 000 € annoncés pour la révision du plan local d'urbanisme sont donc ceux que vous n'avez pas utilisés de l'année dernière. Concernant l'action sociale, la santé, les familles et la vie associative, je ne redirai pas ce que nous avons déjà dit l'année dernière sur les locaux administratifs. Allons de l'avant. Par contre, nous nous étonnons particulièrement du niveau des subventions aux associations. En effet, si on met de côté le COS, le Comité des offres sociales pour le personnel, et la crèche Caramel qui, l'année dernière, était dans le tableau budgétaire pour les subventions aux associations et autres personnes de droit privé. Le montant total de ces subventions aux associations était de 332 500 €, après avoir réintégré Basique en cours d'année. Or, cette année, vous annoncez un peu moins de 312 000 €. 20 700 € de différence pour des subventions aux associations dans une commune comme Besançon. C'est une baisse conséquente. 6,2% de baisse. Est-ce une erreur ? Si ça ne l'est pas, nous considérons que c'est assez grave. Au demeurant, permettez-nous de formuler à nouveau notre proposition de subvention directement par la ville ou indirectement par l'intermédiaire du CCAS à la CIMAD pour que cela vienne en aide aux réfugiés, aux familles, aux femmes et aux enfants qui fuient la guerre en Ukraine, comme nous l'avions proposé dans notre vœu la semaine dernière. Madame Priot reviendra sur les autres points de cette priorité, mais à ce stade, nous ne pouvons que constater que les sommes annoncées pour le centre municipal de santé et les centres sociaux ne marquent aucun effort particulier, ce que nous regrettons. Venons-en maintenant aux quelques pages qui concernent l'état du personnel. Tout d'abord, je vous informe que le total du diagramme de la page 21 fait 100,39%. On se croirait devant le résultat d'une consultation électorale albanaise des années 1970. Merci également d'accorder votre vocabulaire entre les pages 22 et 25. Page 25, vous parlez bien de cotisation sociale, mais page 22, votre inconscient a parlé, car l'infographie nous présente des charges. Quand on écoute le MODEF, chacun comprend que les charges, c'est mal. Non, il n'y a pas de charges sociales, encore moins dans le secteur public. Il y a des cotisations sociales qui sont un salaire différé et mutualisé pour financer la sécurité sociale, qui est notre patrimoine commun, notre patrimoine national, et qui fait que notre société n'est pas plus abîmée qu'elle ne l'est déjà. S'il vous plaît, rappelez-vous que vous prétendez être de gauche et que les cotisations sociales sont nécessaires, indispensables, qu'elles sont un bien commun. Par ailleurs, quand on présente des pourcentages sur la répartition du personnel, il serait souhaitable de rappeler en chiffres absolus la structure des effectifs, au minimum en emploi équivalent temps plein, et de redonner l'état précis des emplois occupés, notamment dans des secteurs mis en avant, page 23, police municipale et services à la population. Car entre les arrivées et les départs, on ne sait plus trop exactement combien sont effectivement en poste dans les bureaux, au conseil d'accueil du public ou sur le terrain. En attendant, il est assez déroutant de parler de stabiliser le ratio de la masse salariale quand l'essentiel de l'activité municipale est d'abord et avant tout du service au public
et quand il manque toujours près de 70 postes, donc près de 10% des effectifs. Il serait tout de même délicat de faire payer au personnel municipal votre politique. Or, de plus en plus, c'est ce que les agents communaux doivent commencer à se dire. Je suis intervenu assez souvent sur le sujet pour ne pas m'appesantir dessus. Mais dernièrement, de la charte télétravail à la mise en œuvre des 1607 heures qui augmentent le temps de travail des agents sans augmenter leur rémunération et pour lesquels vous n'avez fait aucun effort sérieux, en passant par les vacances de postes nombreuses, il y a de quoi s'interroger. Nous nous inquiétons aussi des rémunérations des agents communaux. Tout le monde sait que parmi les fonctionnaires qui sont mal payés, la masse des fonctionnaires territoriaux l'est encore moins bien. La faute ne vous en incombe pas totalement. Cela fait bientôt 12 ans, depuis Sarkozy, que le point d'indice est gelé, que les rémunérations stagnent, que les coûts augmentent et que la plupart des agents publics perdent donc de l'argent. Je veux ici saluer la proposition du candidat à la présidence de la République, Fabien Roussel, qui a annoncé dans son programme des jours heureux qu'il voulait augmenter de 30% ce point d'indice des fonctionnaires. Dès son entrée en fonction, une telle mesure ne serait que justice. On aurait pu attendre d'une municipalité qui se dit progressiste, qu'elle n'en rajoute pas. Eh bien non. À Bezons, la municipalité a ainsi décidé de baisser le montant de la prime de dimanche des agents de la Maison des Sports. Les agents concernés vont perdre, selon le nombre de dimanches travaillés, entre 100 et 150 euros mensuels. Pour certains d'entre eux, cela représente parfois 10% et plus de leur rémunération. Imaginez, dans la situation actuelle, si on vous annonçait qu'on allait renier 10% de vos rémunérations. Ils étaient en grève le mercredi 9, au lendemain de notre dernier conseil municipal. Ils étaient à l'entrée tout à l'heure de ce conseil municipal. Je suis allé mercredi 9 les saluer et échanger avec eux. Quelle que soit la justification technique ou juridique sur laquelle vous vous appuyez pour supprimer cette prime, vous ne pouvez pas contraindre à une perte de 10% de rémunération des agents communaux. C'est indécent, plus encore dans la période actuelle. Vous devez trouver une solution et pas une compensation de quelques euros. Ils seront à nouveau en grève demain, tout comme le seront les assistantes maternelles des crèches Madiba et Colombier. Malgré des pistes sur l'augmentation et le paiement des primes de repas et d'entretien, la revalorisation de leur taux horaire et la mise en CDI des agents contractuels qui l'étaient depuis plusieurs années, leur priorité reste le maintien de leurs 11 jours et demi de congés annuels perdus suite à votre application de la réforme des 1607 heures. Leurs semaines sont longues et fastidieuses, pouvant aller jusqu'à 56 heures de travail par semaine, bien au-delà des 1607 heures annuelles. Non, vraiment, votre majorité municipale n'a pas de quoi se vanter de sa politique des ressources humaines. Je conclus donc sur les derniers tableaux que vous nous présentez sur la dette et l'autofinancement et qui font la démonstration que la commune connaît une situation plutôt saine, en tout cas bien plus saine que la plupart des collectivités de sa strate. Une situation que vous devez au travail de vos prédécesseurs, notamment en matière de développement économique et aussi de désendettement, car nous avons à la fois les moyens d'emprunter et de nous désendetter. Toute communication indexée sur l'idée qu'il vous aurait laissé une situation financière catastrophique est non seulement fausse, mais elle serait contre-productive. Car si vous jugez que c'est là une manière d'expliquer les lenteurs d'une partie de votre action, cela n'a que comme effet que d'induire en erreur les investisseurs et les prêteurs sur l'état réel de la collectivité et potentiellement de les faire fuir. C'est donc peu de dire que nous ne partageons pas les conclusions de votre rapport en page 28. Outre le fait que le ton est donneur de leçons, alors que vous dirigez la commune depuis maintenant 21 mois. Non seulement les marges de manœuvre préexistaient à votre arrivée, les évolutions démographiques étaient connues et les investissements à mettre en face étaient prévus. Il est désormais assez indécent de rejeter la responsabilité de vos difficultés sur vos prédécesseurs. Il est temps de prendre vos responsabilités et d'assumer la dureté des arbitrages qui découlent de votre programme et dont aujourd'hui les agents municipaux font les frais. Ce n'est pas tant les orientations générales et prétendument généreuses qui nous séparent, celles que vous annoncez. Nous ne pouvons vous suivre
quand la politique de solidarité est à ce point insuffisante et quand les agents municipaux sont à ce point maltraités. Nous ne pouvons vous suivre quand votre politique municipale, comme ce rapport d'orientation budgétaire que je viens de décortiquer, est aussi peu transparente. Or, quand c'est flou, il y a un loup, disait Martine. Cela vous donnera une petite idée de notre vote sur le budget si des corrections fortes n'interviennent pas d'ici là. Madame Priot. Merci Madame la maire. Je serai plus rapide que Monsieur Faravel qui a longuement développé le contexte général et je souhaitais revenir sur certains points plus précisément. Sur la modernisation des services publics, vous indiquez 400 000 € pour l'accueil de hôtels de ville. Effectivement, il y a un problème sur cet accueil depuis le début et cette réorganisation de l'accueil est attendue. Et sur les services municipaux, pouvez-vous nous indiquer un peu plus précisément en quoi consiste la réorganisation des services dont il est question? Et sur l'accueil, est-ce que vous êtes appuyé sur les études qui avaient été faites précédemment pour la réorganisation ou est-ce qu'il y a eu de nouvelles études de fait? Je vous dis toutes mes questions, oui, elles ne sont pas très nombreuses. Hein. Concernant le parcours enfance et plus particulièrement la petite enfance, je souhaitais des éléments complémentaires sur, par exemple, la réorganisation de l'offre d'accueil de la crèche Anne-Franck. Il semble qu'il s'agisse de mettre en œuvre les préconisations de l'audit qui avait été fait, à savoir une mutualisation entre la partie halte garderie et la partie, disons, crèche collective. Si on peut être que d'accord avec ce principe qui est de rationaliser, hein, il faut faire attention à ce que ce soit compatible avec une qualité, à conserver la qualité de l'accueil et que ce soit en accord avec le projet éducatif de la structure. Pouvez-vous nous assurer que le ratio adulte par rapport au nombre d'enfants seront conservés, à savoir un professionnel pour 5 enfants ne sachant pas marcher et un professionnel pour 8 enfants sachant marcher? C'est-à-dire, est-ce que le taux d'encadrant professionnel auprès des enfants va-t-il être maintenu? Non. Enfin, le taux d'encadrement ne changera pas. Ne change pas, d'accord. Sur la réservation de places en crèche privée, pouvez-vous nous apporter des précisions? Combien de places? À quel niveau de participation pour la ville? C'est parce que ça s'accompagne toujours d'une participation financière. En plus, sur cet aspect-là, il y a quand même une complication nouvelle, puisque sur décision de la CAF, le CEJ, dans le cas des partenariats avec les crèches privées, ne sera plus versé à la ville, mais directement aux crèches partenaires. Donc, quel impact sur le budget ville, tout particulièrement, je pense à la crèche Caramel, hein, crèche d'insertion. La participation de ce fait de la ville à la crèche Caramel est-elle revue à la baisse? Est-elle maintenue sur le même niveau de financement, même s'il touche directement le CEJ de la CAF? Enfin, voilà. On aimerait avoir des éclaircissements sur cette question. J'avais quelques questions concernant l'action sociale et Seniors la santé, paragraphe sur le social. Et je trouve que le peu de lignes et le peu de commentaires qui ont été faits lors de la présentation sur cet aspect déjà m'interpellent, hein, et appellent quelques commentaires. Moi, j'ai remarqué que la subvention du CCAS et de la RPA est diminuée quasiment de 64 000 €, pratiquement 10%, puisqu'elle passe de 660 998 € l'année dernière à 597 000 €. Donc quasiment 10%, ça fait nos aînés qui sont réduits à la portion congrue. Donc avez-vous une explication? Sur le CMS, alors là c'est carrément extraordinaire et j'estime que la présentation est trompeuse. 2 100 000, on croit rêver. Et oui, c'est le seul service dans lequel vous intégrez les charges, enfin pas les charges, vous intégrez les frais de personnel. Pareil, vous faites la même chose sur les centres sociaux, puisque sur les centres sociaux, vous incluez aussi également le poste RH. Vous ne le faites pas, par exemple, sur l'enfance. Pourquoi cette différence de traitement entre les services qui donne une vision trompeuse à la lecture du document? Mais c'est aussi curieux, parce que le CMS, c'est quand même le seul secteur des services publics de la ville qui génère des recettes importantes avec la part d'assurance maladie, les complémentaires santé, la subvention TELAD, etc. Et pour le coup, ça c'est extraordinaire, ça n'apparaît pas.
Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'au lieu d'indiquer les frais de personnel du CMS, vous auriez pu faire un choix inverse et faire le choix d'expliquer le service rendu à la population. Avec le CMS, les besonnés, j'ai dit toujours le CMS, excusez-moi, Centre municipal de santé, pour ceux qui nous regardent, s'ils n'ont peut-être pas fait un rapport avec l'acronyme. Donc, avec ce CMS, les besonnés, dans un contexte de difficultés financières croissant, ont ainsi accès aux soins sans avance de frais, avec un tiers payant total. Ce n'est pas rien par les difficultés actuelles et avec l'augmentation des charges sur toutes les familles. Beson n'échappe malheureusement pas à la règle avec une pénurie de médecins. Cela est un facteur aggravant de renoncement aux soins. L'étude de l'ADREES publiée en juillet 2021 nous dit qu'en métropole, 1,6 million de Français de plus de 16 ans, soit 3,1%, ont renoncé aux soins. Et ce pourcentage monte à 6,9% en zone sous-dotée, ce qui est le cas de Beson. Donc il y a une justification évidente à maintenir le centre de santé dans de bonnes conditions de fonctionnement, avec un investissement conséquent chaque année pour maintenir l'équipement à niveau. Nous ne pouvons nous satisfaire de ce qui est annoncé dans votre document. Pas d'effort pour développer et maintenir les services à niveau, et vous ne prenez pas en compte la réalité des besoins des besonnés. Sur les centres sociaux, comme pour le CMS, c'est se moquer des besonnés. 730 000 € pour les 3 centres sociaux, en comptant là aussi les frais de personnel, ce qui n'est pas fait dans les autres secteurs. Bref, il ne reste pas grand-chose pour les activités. On aurait pu penser qu'après 2 années de Covid, de confinement successifs, de port de masque, de restrictions sociales, vous auriez eu à cœur de relancer ce secteur qui est une des pièces maîtresses du lien social entre les habitants. Les centres sociaux sont au cœur de nos quartiers, à l'écoute des habitants pour les accompagner. Ils ne peuvent être réduits, eux aussi, à la pension congrue. En conclusion, sur cette partie, que ce soit pour les seniors, le CMS, les centres sociaux, votre manque d'intérêt pour le social est criant. C'est bien la marque d'une municipalité qui met en œuvre une politique de droite. Et oui, une véritable politique de gauche a un marqueur social fort. Les besonnés sauront juger cette différence fondamentale. Merci Madame la maire d'apporter des réponses à mes questions assez précises, ainsi qu'à celles de Monsieur Faravel. Merci Madame la maire de me redonner la parole. C'est une petite question complémentaire suite aux interventions de Madame Chassan et des réponses que vous lui avez faites sur le lancement des études de l'aménagement des berges de Seine. Moi, j'en étais restée que tout ça devait être piloté par l'agglomération et il y avait même eu 2 millions de l'agglomération. Donc, dans ce qui est noté sur le document, page 18, est-ce à dire que la ville reprend la main là-dessus ou c'est toujours l'agglomération qui finance? Parce que c'est quand même des coûts très très importants, ces opérations-là. Oui. Merci. Alors, c'est fait de façon conjointe ville-agglomération. Pour faire simple, et les services de l'agglomération nous l'ont bien expliqué, l'aménagement des berges de Seine, de l'eau jusqu'à 10 mètres sur terre, relève de l'agglomération. Au-delà des 10 mètres, ça relève de la ville. Merci Madame Menawara de me redonner la parole également. Donc, je reviens sur mes questions auxquelles je n'ai pas eu de réponse parce qu'il y avait des questions très précises et pour le coup, j'attends des réponses vraiment. Donc, quel est l'état des marchés d'énergie à Beson et comment nous mettons-nous en situation d'affronter justement la situation, enfin, la crise énergétique qui ne cesse de monter depuis 2 ans, qui s'aggrave depuis septembre et qui va encore empirer avec la guerre en Ukraine. Est-ce que vous êtes en train de renégocier, par exemple, le marché avec le distributeur de la ville ? Distributeur d'énergie. Quel est le montant de la dotation globale de fonctionnement ? Qu'en est-il des produits, des services et du domaine à hauteur de 3,5 millions, ce qui est très élevé ? Excusez-moi, vous allez me dire, non, mais ça, c'est le budget. Ben, excusez-moi, c'est des chiffres que vous annoncez dans le rapport d'orientation budgétaire. Ils sont étonnants. C'est normal qu'on se pose des questions. Donc, est-ce qu'il y a des cessions qui expliquent ces 3,5 millions et ces 7% au niveau recettes ? Enfin, voilà.
Les autres charges de fonctionnement qui augmentent de 560 000 euros, c'est important, qu'en est-il? Et enfin, je presque termine, le plan vélo, 400 000 euros en 2021, mais en 2022, vous annoncez voirie plus plan vélo 500 000 euros, et 2 pages après, plan vélo 40 000 euros. Donc qu'en est-il encore sur ce sujet-là? Parce qu'on s'y perd. Et vraiment, c'est une vraie question, parce que je ne comprends pas. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec Madame Noël pour dire que, vu la situation, vous considérez qu'on fait solde de tout compte par rapport à l'année dernière et qu'il y avait 100 000 euros en plus parce que, allez, il fallait passer une difficile période avec le CCAS. Non. Ce qu'on va vivre cette année et les restes de ce qu'on a subi depuis 2 ans et ce qui nous attend cette année avec l'incertitude en termes géopolitiques et en termes européens et en termes français et en termes énergétiques fait que, sincèrement, c'est pas le moment de baisser la garde sur le CCAS.